Ok, c'est bien, super, cool. C'est bien. On aurait peut-être pu commencer les tests avant. Et ben, merci beaucoup d'être là. Donc, on va parler des collaborations entre artistes et entreprises, particulièrement les startups, et voir ce que ça peut apporter de travailler avec des personnes peut-être un peu différentes de ce qui est habituellement le cas dans le réseau de l'entreprise. Tu m'entends pas? Donc, je m'appelle Louise Angelbert, je travaille à l'IRCAM. L'IRCAM, ça fait partie du Centre Pompidou, c'est l'Institut de recherche coordination acoustique musique. L'IRCAM travaille sur plusieurs projets européens qui incitent les artistes à travailler avec des scientifiques, des chercheurs, des entrepreneurs. Et pourquoi l'IRCAM fait ça? Parce qu'en fait, à la création de l'IRCAM, en même temps que le Centre Pompidou dans les années 77, l'idée était vraiment d'amener les musiciens et les scientifiques à travailler ensemble pour développer des nouvelles technologies autour du son et de l'audio. Donc voilà, donc c'est un peu au cœur de l'IRCAM et on va vous présenter quelques projets qu'on a soutenus et vous expliquer un peu comment on pense que les collaborations avec les artistes sont intéressantes et comment faire pour essayer d'en bénéficier un maximum. Marie. Voilà, et moi je suis Marie-Albert, je suis directrice de production dans une agence basée à Marseille qui s'appelle Dark Euphoria. On produit des œuvres d'art numérique, des performances avec un peu tout type de technologie en fait. Donc avant j'ai travaillé avec Louise, on a été partenaires dans différents projets justement qui visaient à rapprocher artistes, scientifiques, développeurs on n'a pas trop ce mot-là en français pour dire créatif, technologiste, mais en gros des personnes qui sont un peu à la frontière entre la création artistique, le code, etc. Voilà, et on s'est rendu compte que... on s'est rendu compte qu'il existait des programmes en fait, et des financements et des dispositifs qui pouvaient favoriser ces rapprochements-là, auxquels on ne pense pas forcément tout de suite entre scientifiques artistes ou entrepreneurs artistes. Et on s'est aussi rendu compte que la vision des artistes, elle était souvent à forte valeur ajoutée pour l'innovation, et que faire de l'innovation en mettant de côté ces personnes qui ont un imaginaire, un pouvoir d'imagination et de vision en fait qui est assez fort, et laisser l'innovation que aux mains des scientifiques ou des technologues, c'était pas forcément une bonne chose si on veut faire des projets forte valeur ajoutée pour la société. Donc voilà, donc on a travaillé sur différents programmes, dispositifs, et on a accumulé un peu d'expérience qu'on va vous partager aujourd'hui. Attends, c'est ça ? Voilà. Mais juste pour faire une petite intro donc, que j'ai commencé, y a un artiste que moi j'aime beaucoup qui est aussi essayiste américain qui s'appelle James Bridle et qui dit qu'aujourd'hui on ne peut pas penser en dehors ou sans la technologie. Et en fait il explique qu'on s'est un peu attendu à ce que la technologie nous résolve pas mal de problèmes et qu'elle nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, mais que finalement c'était un peu l'inverse qui se passait, c'est-à-dire que plus on a de technologies autour de nous et dans le monde, plus le monde est complexe en fait, et moins on arrive à appréhender les grands enjeux de société finalement, et surtout les connexions entre ces grands enjeux de société là. Et en fait de dire que est-ce que comprendre la technologie c'est comprendre comment je peux allumer mon ordinateur et lancer un programme, ou est-ce que c'est comprendre comment mon ordinateur est fabriqué, dans quel pays, qu'est-ce que ça veut dire le code, et est-ce que c'est du coup comprendre uniquement le fonctionnement de la technologie, ou aussi tous les processus, les langages, les interconnexions qui sont derrière. Et donc, il explique qu'en fait, du coup, si on veut avoir cette vision un peu holistique et un peu complexe de ces choses-là, c'est peut-être bien de faire appel à des compétences qui ne sont pas forcément celles uniquement des ingénieurs ou des chercheurs, mais qui vont être aussi des compétences plutôt liées à ce qu'on appelle aux États-Unis les humanities, mais en tout cas les sciences sociales, l'art, la philosophie, etc. Et finalement, il y a des grands centres de recherche qui le font depuis très longtemps, en fait, comme le MIT à Boston, dont le directeur dit que la science, le design, l'art et l'ingénierie sont des domaines qui doivent être explorés ensemble si on veut faire de grands progrès, etc. Et en fait, au MIT, j'ai pas mis là, ils ont dans tout leur cursus d'ingénieurs et de scientifiques des programmes avec de l'art, les gender studies, de la philosophie, etc. Ils ont intégré ça depuis des années. C'est ce qu'on appelle un peu je ne sais pas si vous connaissez le terme les STEM, pour Science, Technology
Engineering and Mathematics, et il y a ce mouvement des STEAM, donc c'est Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, qui dit que si on veut vraiment englober cette vision de l'innovation, il faut qu'on ajoute aussi les arts et les humanités. Juste pour dire que ces collaborations entre artistes et grandes entreprises ou grands laboratoires de recherche, elles ne sont pas forcément non plus si nouvelles, parce que dans les années 60, il y a les ingénieurs de Bell Laboratories qui ont invité les plus grands artistes contemporains comme Robert Rauschenberg, Lucinda Childs, John Cage, à venir en fait créer une série de 9 soirées de performance en collaboration avec leurs ingénieurs. Et en fait, ces performances, elles ont été très notables dans le sens où il y a certaines innovations qui sont apparues à ce moment-là. La partie de raquette qu'on voit, c'était une performance proposée par Robert Rauschenberg, et il voulait en fait qu'il y ait un son spécifique qui se déclenche à chaque fois que la balle tapait la raquette du performeur. Donc il avait demandé à ce que les ingénieurs trouvent une façon de cacher des petits capteurs sonore dans la manche du joueur, et c'est en fait une idée qui a donné ensuite lieu à l'invention du micro sans fil. Donc cette idée que à la fois les artistes sont inspirés par la technologie pour créer des œuvres, mais que aussi les artistes peuvent inspirer la technologie, elle est vraiment essentielle dans ces collaborations entre artistes et start-up, et de dire que c'est pas enfin en tout cas entre artistes et innovation technologique, que c'est pas forcément un acteur qui s'empare des inspirations de l'autre, mais que ça peut vraiment aller dans les deux sens, et que l'intérêt c'est que ça aille dans les deux sens. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a plein de grandes entreprises, d'ailleurs la plupart, je dirais presque, qui ont développé des programmes de résidence d'artistes dans leurs locaux, dans leurs entreprises. Il y a Bosch qui a un programme qui s'appelle Platform 12, où ils accueillent une douzaine de résidences, ils accueillent une douzaine d'artistes en résidence qui viennent un peu librement comme ça échanger avec leurs ingénieurs. Il y a Nokia, donc, qui est la suite de Bell Laboratories, qui ont développé un programme Arts in Experiment, où ils accueillent tout un tas d'artistes. Ils ont collaboré il y a quelques années avec un beatboxer, parce qu'en fait ça les intéressait, parce que comme ils sont en train de développer tout un tas de technologies autour de la question du jumeau numérique et notamment de la reproduction de la voix, ils ont fait plein d'expérimentations avec ce beatboxer, et de voir comment quels étaient les usages créatifs qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait explorer, auxquels les ingénieurs ne penseraient pas forcément, et c'est en accueillant des créatifs comme ça qui peuvent aussi ouvrir des champs de R&D qu'ils n'auraient pas forcément imaginé avant. Voilà, donc je vais laisser la parole à Louis, parce que nous, on a travaillé ensemble avec lui sur un programme de la Commission européenne, justement, qui est exactement dédié à ces collaborations entre sciences, arts et technologie, qui s'appelle START. Et je dirais juste une chose notable de ce programme, c'est que c'est un programme qui vient financer des productions artistiques, des œuvres, mais qui n'est pas dans le programme culture de la Commission européenne, qui est dans le programme innovation. Donc c'est vraiment à la fois un symbole assez fort, parce que le programme innovation, il vient plutôt financer la recherche technologique ou de la recherche dans tous les domaines. Mais c'est aussi un signal assez fort en termes de financement, parce que les financements du programme Horizon Europe, donc, qui est le programme recherche-innovation de la Commission, ne sont pas du tout les mêmes que les financements de Creative Europe, et sont beaucoup plus conséquents. Donc le fait que le programme recherche s'intéresse aussi à ce que l'art peut apporter dans ces questions d'innovation, c'est aussi un signal aussi envoyé aux artistes qu'ils ont leur place, pas seulement dans la création d'œuvres artistiques, mais en fait à tous les niveaux de changement et de transition de la société. Ouais, super. Je pense que ce qui est ajouté sur Stars en général, ce qui est intéressant, c'est de voir que bien sûr les entreprises privées peuvent accueillir des artistes, et il y en a qui ont décidé de faire des programmes de résidence, d'accueil d'artistes, mais que à l'échelle européenne, il y a aussi des programmes publics qui permettent de financer ce genre de collaboration-là. Et Stars, les réflexions autour de Stars, donc Science, Technology and the Arts, ont commencé dans les années 2010. Puis il y a les vrais projets financés par la DG Connect, donc la direction techno de la Commission européenne, ont commencé vers 2016. Et il y a plusieurs, ce qu'ils appellent des piliers de Start, donc Start Prize, qui est géré par Ars Electronica en Autriche, où là c'est vraiment plus une remise de prix après une production déjà faite d'une collaboration Art Science, Art Tech. Il y a des programmes de résidence, donc Stars Residencies, où on a travaillé ensemble sur la première version, où là, en fait, c'était 45 artistes qui étaient soutenus pour aller travailler dans des labos de recherche, donc qui allaient vraiment dans le cœur des labos, chimie, physique, enfin vraiment des projets très différents, et qui, à la fin, produisaient une œuvre basée sur la technologie ou la recherche développée par les scientifiques.
Et puis, il y a tout un tas de nouveaux piliers qui se sont développés au fur et à mesure des années. Donc, au début, c'était soutenu par le programme H2020, qui s'appelle maintenant Horizon Europe. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a des financements au fur et à mesure, des appels à projets de la Commission sur Start. Donc, voilà. Donc, ça amène à des belles collaborations. Et donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que dans ce cadre-là, on avait financé 45 résidences. On a ensuite continué sur un nouveau programme qui s'appelle Média Futur, qui est là vraiment un travail entre artistes et startups dans le domaine des médias pour essayer de lutter contre la désinformation. Et ça nous a amené à réfléchir à comment est-ce que les collaborations art-sciences peuvent fonctionner, art-sciences, art-entreprise. Et on a défini quelques avantages et quelques bonnes pratiques à mettre en place au fur et à mesure des années et qu'on va vous présenter ensuite. On va peut-être d'abord juste vous présenter quelques projets exemples. Donc là, par exemple, un projet qui a reçu le Start Prize en 2021 qui s'appelle Remix El Barrio, qui est un projet espagnol où là, c'est un collectif qui a été soutenu par un Fab Lab à Barcelone et l'idée de ce projet-là, c'est de recycler, d'utiliser du recyclage alimentaire, si on veut dire, pour développer des produits. Donc, ils développent des chaises, des vêtements, des packaging pour des produits. Enfin, voilà. Donc, c'est ce genre de projet. On va peut-être vous montrer rapidement la petite vidéo, si ça marche. Pour voir un peu un exemple de ce qui peut se faire quand... Si vous cherchez un moyen naturel et sans risque pour... Qu'est-ce qu'il faut faire disparaître vos rides, oubliez les crèmes, les sérums, les... Désolée. Mi nombre es Diego Miguel Ortiz, participé en el proceso de co-creación facilitado por el Fab Lab de Barcelona, aquí en el barrio de Poblenou, y formo parte de Remix El Barrio. Remix El Barrio es un colectivo de diseñadores de biomateriales hechos con restos alimenticios. Estamos explorando nuevas técnicas de ecodiseño colaborativo que involucra redes locales, fomentando prácticas circulares de residuo cero. Estamos transformando los restos de comida en nuevos materiales, productos y servicios, haciendo papel y envases a partir de residuos de cáscara de café, creando lámparas, sillas y macetas originales a partir de huesos de aceituna, cáscara de huevo, mate, diseñando una chaqueta hecha con pieles de naranja, creando tintes naturales a partir de huesos de aguacate, jabones a partir de aceite usado, galletas y snacks para vecinos o animales a partir de las mermas de restaurantes. La ecocreación es un eje fundamental del colectivo Remix El Barrio. Hoy ya no pensamos en la idea de un autor, sino en el intercambio de prácticas y divulgación de conocimientos mediante las expertas del Fab Lab. Estamos unidos en torno a los valores de la cooperación local, la solidaridad, las nuevas formas de artesanía y la circularidad, aquí en Barcelona. What if in the following years food waste will become our new treasure? Inspired by Remix El Barrio. From Fab Lab Barcelona and IAAC Poblenou, Barcelona's neighborhood has shaped a circular ecosystem with restaurants, citizens and new fabrication community places. How does it work? It is simple, the circular system, starting from collecting waste from restaurant, transported via cargo bike, pre-processing waste, designing, crafting and micro-manufacturing of products, redistributing them in local marketplaces, urban gardens, or even directly to restaurants. In 2030, this practice has inspired many other places. Each neighborhood functions as a point of transformation of waste into biomaterials, as a place of meeting and cooperation between designers and artisans, building knowledge and products, recipes, knowledge and practices are shared in the other barrios of Barcelona, other cities and places in the world. Become a food waste material maker. Learn by making. Think about proximity and local consumption. Care, craft the future, now. Donc ça, c'était un exemple d'une collaboration. Excusez-moi, je me remets... Non, je ne vais pas me...
Mais peut-être me remets pas en... Ouais, ou ouvre la vidéo sinon, ouais, peut-être. Et donc ça, c'est un exemple de projet donc, qui a reçu un prix Start. Un autre exemple d'un collectif, c'est marrant, en fait, on a choisi 2 projets de Barcelone, sans faire exprès, mais voilà. Donc, qui a été soutenu par Média Futur, là, dans l'idée de développer, de questionner la violence actuelle. Enfin, qu'est-ce que ça signifie la violence au XXIe siècle. Et donc, ils ont créé une exposition où il y a 9 différentes questions, différentes formes de violence. Et l'audience, le public est invité à se questionner sur la violence de nos jours. Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est de montrer comment est-ce que quand les artistes, designers et ingénieurs se rassemblent autour de questions, ça permet aussi d'avoir des développements et un accès plus important aux citoyens grâce à la présentation d'œuvres d'art, et ça amène des questions qui sont parfois confinés dans des laboratoires auprès d'une audience un peu plus large. Donc on va vous montrer, c'est une vidéo assez rapide sur ce projet-là. Human history has been pretty violent so far. Still, it seems that we're calming down. Some people might even say that... We are probably living in the most peaceful time in our species' existence. But are we? Violence has always been a part of human experience, and it isn't really going away. It is evolving with us as a species, shifting formats and taking up new spaces, following us wherever we go. In this context, we present to you 730 Hours of Violence, an exhibition that sparks questions that matter. For instance, who gets to decide what violence is? Is violence against the planet actual violence? What's the damage of online-based hate speech and cyberbullying? Are cities designed to be equal? Can an algorithm harm a person? Why do we love filters more than we love ourselves? Is architecture neutral? Could happiness be a silent form of slavery? Do we do something when we don't do anything at all? The questions are big, but so is violence. And maybe it is only through questions and healthy debates that we can address such a complex issue. We're keeping the conversation open. Feel free to join. Et là, je trouve c'est intéressant de voir justement les mots qu'emploient les artistes à la fin de la vidéo, enfin les artistes, le collectif en tout cas, qui dit ce sont des problèmes complexes, on veut garder la conversation ouverte, et il y a vraiment cette idée, et c'est un peu ce que disait Louise, d'une forme de comment on ouvre une conversation qui va se baser sur des données scientifiques ou des faits technologiques, et comment on ouvre une conversation qui va un peu donner une autre perspective ou approcher le problème, on va dire, par une autre entrée, que ce soit celle de la donnée ou celle d'un applicatif technologique, etc. Il y a vraiment cette idée que les artistes ils vont déplacer un petit peu le regard ou la forme et nous permettre d'approcher en fait ces questions-là ou ces données-là d'une manière peut-être plus intime ou plus émotionnelle, ou en tout cas qui nous connecte un peu plus en fait avec ces problèmes, puisque en fait c'est un peu le rôle de l'art aussi, c'est de favoriser une certaine connexion émotionnelle qu'on va pas forcément avoir quand on va lire un article de presse sur la question de la violence, ou qu'on va lire voilà, un certain nombre de chiffres clés, etc. Donc c'est vraiment cette idée aussi de formuler un peu différemment les choses. Après, Ouais, tu peux mettre... Donc, la question de cet atelier qu'on voulait aborder, c'était pourquoi collaborer avec des artistes, quel était l'intérêt. Donc on vous a montré quelques exemples, quelques initiatives qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de collaboration. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que on voulait faire ça un peu en mode question-réponse, enfin discussion, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible dans cette salle. Mais si vous avez envie d'interagir pour trouver des raisons de collaborer avec des artistes, est-ce que vous avez des idées
Ouais, bonjour, super. Je m'entends pas. Mais c'est super bizarre. Ouais, c'est un petit peu drôle, mais Mais on- concrètement, je suis un peu dans cette démarche-là. Vous m'entendez pas? Ça marche. Oui, ça marche? Ok. Je suis dans mon projet, je suis en start-up et je suis en recherche de financement par rapport à un projet qui est global, économie, écologie, environnemental, sociétal, etc. Et vu qu'il n'y avait pas de rentrée et que j'avais urgence de trouver des solutions financières, à mon petit niveau, j'ai décidé de transformer mes déchets, ma matière première, en œuvre d'art pour quelque part valoriser et finalement trouver une solution d'autofinancement. Mais je n'ai pas vocation à passer mon temps qu'à faire ça, puisque je dois développer le concept dans sa globalité. Donc, pour faire super court, parce que voilà, je ne vais pas prendre trop de temps, je plante des arbres parce que j'ai besoin de matières premières et qu'on n'en trouve plus de correctes. Et surtout, il y a une incohérence totale aujourd'hui quand on fait venir du bois de l'autre bout du monde. Donc je plante des arbres de façon locale à pousse rapide. Et donc il y a un projet évidemment économique et écologique, etc. Et l'urgence, c'était de trouver des financements pour continuer à planter. Et donc du coup, les feuilles, quand elles tombent en automne, au lieu qu'elles servent entre guillemets à rien, je les coule dans la résine, je les grave au laser, parce que c'est des feuilles qui font 80 cm de large, donc qui sont assez exceptionnelles. Donc chaque œuvre est unique, je peux mettre un logo d'entreprise, une photo, n'importe quoi. Et voilà, ça c'est une forme de choses. Les branches, je les découpe en rondelles, j'en fais des tables basses, etc., etc. Et l'idée, en fait, moi, à travers la plateforme que je suis en train de développer, c'était justement de mettre en avant des artistes et quelque part de favoriser les produits dérivés bois. Un, pour sensibiliser les gens à l'écologie, à recycler aussi, pourquoi pas, et puis surtout à produire utile et transmettre des valeurs. Voilà. Donc, et avec évidemment une partie du financement des œuvres, enfin avec une partie des œuvres financer la production de bois supplémentaire. Donc effectivement, je suis dans cette réalité-là aujourd'hui et très ouvert à discussion. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, si on peut dire. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'il y a alors une question de valeur, comme tu disais, sur qui est amenée grâce à la création d'œuvres où ça permet de se poser la question du recyclage, de comment est-ce que c'est produit, de qu'est-ce qu'on fait avec les déchets. C'est assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant dans ce projet-là, c'est que finalement, l'art, d'une certaine façon, permet un revenu économique potentiel. Et qui peut être un des intérêts de la collaboration avec des artistes à laquelle on ne pense pas initialement forcément. Mais très intéressant. Un vecteur de communication, un vecteur de sensibilisation pour les générations futures aussi. Voilà, c'est surtout ça, communication, sensibilisation. Oui, c'est un vecteur marketing aussi, mais surtout, c'est produire utile avec quelque chose qui était à la base des déchets. Et créer un cercle vertueux quelque part. Super. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Mais du coup, je n'osais pas rentrer, je suis désolée parce que je dois partir avant, donc je voyais ça comme un manque de respect de rentrer et de partir. Ouais. Moi, je vois comme pourquoi collaborer avec des artistes de manière à être plus inclusif. Mais d'un côté, je me dis, l'art, c'est aussi exclusif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas se sentir forcément concernées avec de l'art. Et donc, toute la difficulté est là. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut collaborer avec des artistes. Merci. Je pense qu'en effet, ça permet de... Je m'entends du coup. Ça permet en effet d'inclure une partie, si on peut dire, de la population qui ne serait pas incluse dans ces réflexions technologiques. L'art, avec un grand A, si on peut dire, n'est pas accessible pour tout le monde. En effet, certains ne s'y retrouvent pas. Mais il y a des formes d'art qui sont quand même assez...
assez accessible en général. Et là, par exemple, cet exemple de le recyclage des feuilles, ou ce genre, je pense que ça parle assez facilement à tous. Mais oui, en tout cas, la visibilité, l'accessibilité, l'ouverture, c'est vraiment des raisons qui sont souvent reprises pour ces questions de collaboration artiste-entrepreneur. Nous, on a listé quelques résultats, si on peut dire, généralement, de ce qui se passe quand il y a des collaborations entre des co-créations, comme on appelle ça, entre donc, des artistes et des entrepreneurs. Premièrement, ça amène à penser un peu différemment, à s'ouvrir à des nouvelles façons de réfléchir et de travailler, et à aussi essayer d'expliquer son travail à des personnes qui ne sont pas forcément très au fait de ces technologies-là, et essayer de les rendre les plus accessibles possibles. Donc ça, c'est un des premiers points, et une des nouvelles façons de travailler. Il y a un deuxième résultat, si on peut dire, généralement qui sort de ces collaborations-là, c'est qu'ils ont, grâce au travail avec des artistes, des retours utilisateurs beaucoup plus importants, puisque l'artiste est un des premiers utilisateurs de la technologie, va essayer de la transformer ou de la contourner, et ça permet en fait d'améliorer la technologie, puisqu'il va peut-être parfois relever des bugs, demander des améliorations, et ensuite, si l'œuvre est exposée par exemple dans un lieu d'exposition, le public va ensuite aussi la tester ou l'expérimenter, ou pouvoir faire des retours sur cette technologie. Donc ça amène encore des nouveaux retours. Il y a un troisième résultat, c'est donc le développement de nouvelles fonctionnalités. Comme je disais, à force d'utiliser la techno, l'artiste peut demander des développements. Et je dis l'artiste demande, mais c'est aussi la collaboration entre l'entreprise et l'artiste qui crée ce genre de création. Et quatrième champ, alors ce qu'on entend par nouveau champ d'application pour la technologie, c'est-à-dire qu'en détournant la technologie, on peut avoir des nouvelles idées sur comment est-ce qu'elle peut être utilisée, ou si c'est un produit, si on parle d'une start-up, comment est-ce que le produit peut être développé et utilisé différemment. Et finalement, comme on disait, donc la visibilité, la rencontre avec le public, si c'est ensuite présenté dans une exposition ou dans le cadre d'un événement. Alors, on avait surtout ça comme problème avec les scientifiques. C'est vrai qu'il y a souvent une critique qui est faite, c'est que les recherches restent au sein des laboratoires et ont du mal à être présentées au monde, si on peut dire. Et grâce à ces artistes qui viennent prendre cette recherche ou cette technologie et l'exposer dans un événement ou dans un lieu d'exposition, ça amène le grand public à découvrir ce que les ingénieurs font dans leur labo. Donc ça, c'est, on peut dire, des avantages aux collaborations. Et ensuite, peut-être pour donner quelques exemples concrets sur ça. Par exemple, sur la question de la visibilité, de la rencontre avec les publics, on a travaillé avec une artiste qui est plutôt styliste, en fait, designer de mode. Et elle a voulu aller travailler dans un laboratoire de génétique, et donc elle connaissait rien à la recherche génétique, et en fait elle a utilisé une vieille machine à tricoter, en fait, où elle tricotait les gènes des gens, en fait, et donc on pouvait tricoter une écharpe avec un bout de son code génétique et des choses comme ça. Donc il y avait vraiment cette idée de pouvoir matérialiser, en fait, quelque chose qu'on ne verra jamais à l'œil nu et qui peut être difficile à saisir, avec encore une fois un objet un peu émotionnel qui est offrir à un bébé, par exemple, une petite séquence de son code génétique. Et vraiment cet aspect-là, donc de sortir complètement cette question de la recherche génétique pour la transformer en quelque chose qu'on a en soi, mais qu'on pourrait aussi porter sur soi et qui pourrait être rendu visible. Sur la question des champs d'application de la tech, on a pas mal travaillé avec un metteur en scène qui fait des projets de réalité virtuelle, qui s'appelle Laurent Bazin, et qui explique qu'en fait, lui, il vient vraiment du cinéma et qu'il était super intéressé. Lui, ce qui l'intéresse quand il fait des films VR, c'est vraiment la question du gros plan. En fait, il a besoin de faire des gros plans, qu'on voit vraiment le grain de peau, etc. Et il disait en VR, c'est vraiment pas du tout évident de faire ça. Et il dit, en fait, parce que le développement classique de la VR n'est pas, c'est pas vraiment utile, que ce soit pour les marques peut-être, pour les.
Mais il dit pour des artistes, pour vraiment pas. Enfin, il me dit moi si j'ai un dialogue entre mes deux personnages et je veux qu'il y ait vraiment telle émotion qui circule, j'ai besoin d'avoir un gros plan. Donc il faut que je collabore avec des techs qui vont m'aider à trouver les bonnes technologies, etc. 360 pour avoir des vrais gros plans de bonne qualité en VR. Donc là il dit, et c'était lui qui disait que voilà, si on laisse, enfin il y a des pans de développement qui peuvent être totalement mis de côté. Parce que voilà, l'usage d'une technologie va être réservé à un certain domaine médical ou j'en sais rien, bancaire ou je ne sais pas, etc. Et enfin, dernier exemple, on a aussi beaucoup travaillé avec le directeur du laboratoire de Sony à Paris. Et en fait, Sony, ils ont un laboratoire de recherche qui n'est pas forcément lié aux technologies du son, etc. Ils travaillent sur plein de sujets. Et lui, il est mathématicien et il dit souvent que ce qu'il apprécie dans le fait de travailler avec des créatifs, c'est le côté, on se met tous autour de la table sans passeport. C'est-à-dire on n'arrive pas en disant oui, mais moi je suis mathématicien, alors oui, mais moi je suis artiste. Donc il y a ce côté inclusif dont la personne parlait tout à l'heure. Et il disait que la différence entre innover et inventer, c'est que innover, on connaît le but qu'on veut atteindre potentiellement, et que inventer, en fait, on cherche quelque chose, mais on sait pas encore ce qu'on va inventer. Ce qu'on va inventer n'existe pas, et peut-être qu'on peut même pas l'imaginer. Et il disait l'intérêt de travailler avec les artistes ou les créatifs, c'est d'aller chercher ce truc-là qu'on n'arrive même pas à concevoir maintenant, ou à imaginer que ça pourrait fonctionner comme ça, que ça pourrait... Et voilà, je trouvais que c'était une explication intéressante de ces collaborations-là aussi. Super, merci pour ces exemples. Et donc les bonnes pratiques, je pense qu'on peut passer à ça. Comme je disais, après avoir travaillé pendant des années avec des artistes... Moi aussi, des mauvaises pratiques. Ouais, c'est clair, on a des mauvaises pratiques, on va commencer avec les bonnes. On se rend compte que... on a fait des programmes de résidence qui étaient vraiment différents. Il y en avait qui n'étaient pas limités dans le temps, il y en a qui sont très courts, les financements sont différents. Dans le premier programme, seul l'artiste était financé. Le programme actuel, c'est et l'artiste et la start-up qui reçoivent des financements pour cette collaboration-là. Donc les choses évoluent au fur et à mesure, et c'est vrai que on va dire qu'à petit à petit, on trouve on définit ce qui nous paraît des bonnes pratiques, qui ne sont pas des choses compliquées, mais voilà, qu'on voulait partager avec vous. Donc première chose qui est très importante, donc une fois que l'équipe est formée, généralement c'est des gens qui sont intéressés par le sujet ou qui se connaissent et qui ont envie de travailler ensemble, ou qu'on a finalement rassemblés parce que nous ça nous paraît intéressant qu'ils travaillent ensemble. Mais souvent c'est encore un peu artificiel s'ils n'ont pas encore travaillé ensemble, même s'ils ont déjà travaillé ensemble. Et donc c'est important de définir le cadre avant de commencer la collaboration. Et pour ça, la première chose, c'est vraiment de s'asseoir autour d'une table et d'échanger sur quelle est la vision de ce projet, pourquoi est-ce qu'on le fait et quels sont nos objectifs. Et donc d'entendre chaque partie expliquer et de pouvoir le noter et de pouvoir en discuter et s'accorder sur ce qu'on veut faire pendant cette collaboration-là. Et ça, je pense que c'est un peu ce que vous disiez aussi, c'est la question de la vision commune et de l'objectif commun. L'objectif, en général, il est ni l'innovation technologique pour elle-même, ni la production artistique pour elle-même. L'objectif, il est ce que vous avez dit. Donc, c'est par exemple le zéro déchet, par exemple, dans une telle pratique, ou la sensibilisation à tel enjeu. Et donc, l'objectif, souvent, il est plutôt un objectif à viser, on va dire, d'impact sociétal, plus que artistique ou technologique. Et c'est à cet endroit-là que si la vision elle est commune, chacun avec son background et ses compétences va pouvoir amener ce qu'il sait faire. Mais s'il n'y a pas ce partage déjà de où est-ce qu'on va, si l'artiste pense qu'on va juste faire une nouvelle œuvre dans son catalogue, ou si la start-up pense qu'on va juste développer une nouvelle activité, un nouveau business, mais qu'il n'y a pas cette vision assez forte commune, en général, ça déconne au bout d'un moment. Ça cafouille carrément. Donc ça, c'est très important, bien sûr. Ensuite, il faut définir le cadre de la collaboration. Donc pour ça, c'est vraiment se dire combien de temps va durer la collaboration. Ça peut bien sûr évoluer, mais avoir un cadre de base assez fixe. Définir les ressources. Donc donc en temps, comme on disait, combien de temps on va passer sur cette collaboration, pendant combien de temps, donc l'équipe qui va accueillir l'artiste, qui va travailler de façon régulière sur le projet et qui est là s'il y a un souci, que
que l'une ou l'autre partie a besoin d'avoir des réponses, qui sont les personnes qui sont censées être responsables de ça. Il y a une partie vraiment plus contractuelle, surtout pour les artistes. Je dis ça même pour les artistes et pour les technologues. Essayer de comprendre comment est-ce qu'on protège l'œuvre et comment est-ce qu'on protège la technologie. Donc ça, c'est assez important, surtout si un jour il y a un souci. Mais est-ce que l'artiste peut utiliser la technologie et l'exposer dans un temps limité ou non, sur un territoire limité ou non. Donc ça, c'est assez important de travailler là-dessus dès le début pour pas avoir des problèmes ensuite. Et puis définir des outils de la collaboration. C'est très basique, mais est-ce que si on n'est pas à côté, est-ce qu'on communique en ligne? Quel type d'outils on va utiliser? Qu'est-ce qui nous aide? Et puis est-ce qu'on se rencontre assez souvent? Nous, on travaille sur des programmes qui sont européens, donc les artistes et les startups ne sont pas forcément dans le même pays. Donc, est-ce qu'on fait des rencontres régulières, physiques? Est-ce qu'on fait tout en ligne? Enfin, voilà. Donc, tout ça, le définir très en amont, vraiment au début de la collaboration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle parler le même langage, c'est vraiment définir aussi les termes de cette collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce que on a comme langage autour de la technologie, autour de l'art. Est-ce que tout le monde comprend bien de quoi on parle? Et c'est assez marrant de se rendre compte au fur et à mesure de la collaboration, qu'il y a un langage commun qui se développe et des créations de mots, des créations qui parlent vraiment à l'équipe. Donc là, on se rend compte que ça a assez bien marché. Partager la connaissance, c'est important, c'est de se dire que la collaboration doit être bénéfique pour les deux parties. Donc bien sûr, il y a un cadre financier, il faut que chacun s'y retrouve, qu'on puisse en vivre, mais aussi que l'artiste accède à une technologie qui va lui être intéressante et que l'entreprise qui accueille cet artiste va aussi pouvoir bénéficier de la connaissance de l'artiste, de sa créativité, de sa visibilité pour développer sa pratique. Donc vraiment avoir des partages et un bénéfice réciproque. Et ensuite, toujours très important, mais quand on parle d'innovation, d'invention, c'est la question de l'incertitude. Accepter qu'une fois qu'on a fixé ce cadre, la collaboration doit être assez libre, que chacun peut partir un peu dans des directions assez différentes et que peut-être ça ne va pas se passer exactement comme on avait prévu, mais c'est souvent là qu'il y a des idées intéressantes qui émergent. Donc, être prêt à entrer parfois dans des conflits, à accepter les détours et voilà, continuer même parfois dans un peu l'adversité, si on peut dire comme ça. Donc ça, c'est ce qui nous semble important pour bien réussir une collaboration. Ouais, et je rajouterais aussi ce qu'on a aussi remarqué, c'est on a vraiment travaillé avec des artistes qui n'avaient jamais travaillé qui avaient peu travaillé avec la technologie et avec la science et des entreprises ou des laboratoires qui n'avaient jamais travaillé avec des artistes, mais on a aussi beaucoup travaillé avec des artistes qui étaient aussi scientifiques, qui avaient aussi un business, En fait, je pense qu'il y a cette collaboration artiste-entrepreneur, elle est à la fois dans des personnes différentes, mais des fois, elle est au sein d'une même personne. Et je pense que c'est un peu l'exemple dont vous parliez. On se rend compte que de plus en plus, les frontières entre... déjà, on se rend compte que dans les artistes qui travaillent avec les technologies, ils sont souvent très autodidactes. C'est souvent des gens qui codent, qui fabriquent eux-mêmes leurs projets. Ils ont des compétences assez multiples et que finalement, c'est plutôt une question... pas forcément de formation académique, etc., mais plutôt de vision, en fait, de dire, moi, j'ai des compétences scientifiques ou techniques, mais que j'ai envie d'utiliser, en fait, d'une certaine façon, ou j'ai envie de pas être juste sur ce petit bout de la chaîne, mais d'avoir cette espèce de projet global un peu dont vous parliez. Et ça, ça peut être des fois un endroit... qui n'est pas toujours évident où naviguer parce qu'il faut toujours se mettre dans une case, que ce soit pour demander des fonds, pour trouver des partenaires. Il faut dire si on est artiste ou scientifique ou si on veut monter une entreprise ou si on veut gagner de l'argent ou si on veut... en fait, des fois, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que cette notion, nous, qu'on a de créative technologiste, on pourrait même dire de créative entrepreneur, etc., ou de dire, en fait... pourquoi l'art serait un endroit à part en fait de tout ça et complètement cloisonné, où la science serait que dans les labos, etc. Et je pense que les projets qu'on a
les 2 projets qu'on a montrés en vidéo, c'est des projets qui sont portés par des collectifs. Et des collectifs où il y a des designers, des makers. Et je trouve que c'est aussi une tendance qu'on voit quand on voit tous ces jeunes qui partent des grandes écoles pour devenir agriculteurs, enfin, ou en tout cas qui veulent utiliser des compétences académiques de façon complètement différente et plus au service d'un projet global. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est aussi une chose que ça nous a montré, mais qui, enfin, je sais pas votre retour là-dessus, mais qui est en effet pas toujours facile à appréhender par rapport à un système où on est souvent amené à devoir se définir ou entrer par telle ou telle porte et trouver la bonne n'est pas toujours simple. Et à l'inverse aussi, on a beaucoup, quand on a été dans les labos, on a eu énormément de scientifiques qui étaient aussi artistes, musiciens enfin plein de types d'arts différents, et qui en fait, en accueillant un artiste, étaient super contents de pouvoir s'exprimer aussi, de sortir un peu de leur cadre scientifique assez fixe et de pouvoir s'exprimer artistiquement. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi dans une des raisons pour laquelle on peut faire ce genre de collaboration, mais il y en a beaucoup qui disent surtout parce que c'est super fun, quoi. Et même s'il y a des moments très compliqués, c'est pas toujours facile, mais c'est juste divertissant de pouvoir faire quelque chose un peu à côté du cadre de l'entreprise ou de la recherche en général. Où on avait un directeur de labo qui disait, moi, je veux qu'il y ait des artistes au labo, c'est pour mes jeunes chercheurs, pour pas qu'ils deviennent, je sais plus comment il disait ça, mais en gros pour pas qu'ils s'enferment en fait dans leur et pour qu'ils gardent une certaine ouverture d'esprit et voilà, et un pas de côté. Ouais, exactement. Et peut-être avant de parce qu'on a déjà dépassé, mais si on a un peu le temps pour des questions, mais ça c'est un petit schéma qu'on aime bien, qui a été fait par Neri Oxman, qui travaille au MIT, qui est à la fois, elle est à la fois designer, artiste, tout, si on veut. Et en fait, c'est un schéma qui explique les liens entre sens, ingénierie, design et art, et qui dit qu'en gros, la science transforme de l'information en connaissance, que les ingénieurs, ils transforment la connaissance en solution, donc en utilité, que les designers, ils transforment les solutions ou l'utilité en usage, en comportement, et que les artistes, eux, ils utilisent tous ces nouveaux usages pour créer des nouvelles perceptions du monde, en fait, qui, du coup, vont nous permettre d'aller explorer des nouvelles informations et des nouveaux sujets de recherche pour la science. Donc, il y a vraiment cette idée Alors, il y a plein d'autres sens de lecture de ce schéma. On peut aussi enlever des étapes, etc. Mais je trouve qu'il est vraiment intéressant pour comprendre les interactions et qu'en fait, c'est aussi une question finalement de comment on perçoit et on traite un peu la même donnée, hein, la nature en fait des choses et de ce qui est. Et voilà, et que l'art est quand même un endroit de la chaîne qui va permettre. Quand on prend toutes les grandes inventions, le fait de voler, de créer des avions, c'est quand même disons que les idées, les imaginations sont venues souvent d'artistes au départ, quoi, avant même que quelqu'un réfléchisse à la solution technologique qu'on allait pouvoir appliquer pour réaliser ça. Voilà, mais merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes, bien sûr, donc on est ouvert à vos commentaires, remarques, questions. D'autres... N'hésitez pas à aller voir ce programme START, je pense à vous, parce qu'il y a souvent des programmes thématiques, en fait. Et il y avait tout un programme autour de la question de l'eau. Et donc, il proposait à des artistes de répondre qui s'intéressaient à la question de la pollution des eaux, de la préservation des océans ou des choses comme ça, qui pouvaient candidater sur des programmes et obtenir des fonds sur ces questions-là. Il y a tout un volet appel à projets ou opportunities, je crois, sur le site qui recense plein d'appels à projets dans toute l'Europe sur ces questions-là. C'est start.eu. Voilà.